Alors, un long article sur la santé mentale en F1. J'ai hésité à vous le mettre, mais bon, ça a l'air intéressant, donc voyons ce qui est dit. La santé mentale des pilotes de F1 a été un sujet longtemps négligé ou méprisé dans les paddocks, ou du moins les pilotes avaient relativement peur de s'ouvrir et d'exposer ainsi leurs faiblesses au grand jour. Pour autant, la récente actualité autour de Naomi Osaka à Roland-Garros a pu remettre ce sujet fondamental sur le devant de la scène numéro 2 mondiale. La numéro 2 mondiale du tennis avait pour rappel jeté l'éponge, porte d'Auteuil ne voulant pas répondre notamment aux conférences de presse infligées par les organisateurs, qui la mettaient mal à l'aise psychologiquement et émotionnellement. Alors, je vais donner mon avis sur cette affaire parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, donc on verra si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Dans une longue lettre sincère, Osaka est alors revenu en détail sur la question, soulignant que le sujet sur la santé mentale dans le sport de haut niveau, alors que les athlètes sont soumis à de très fortes exigences, ne devrait jamais être banalisé ou tu. Alors, Naomi Osaka, en gros, elle voulait pas répondre aux interviews avant les matchs des journalistes. Moi, ce qui me choque, enfin, normalement, quand t'es sportif, je suis désolé, les médias, ça fait partie de ton activité. Donc, que tu sois pilote de F1, joueur de basket, joueur de football, joueur ou joueuse de tennis, je suis désolé, mais tu dois répondre aux questions des médias. Ça fait partie du contrat, hein. Ils sont payés des millions, ça, c'est des questions un peu chiantes, je suis d'accord. Même quand tu fais une course de F1, tu viens d'abandonner, t'as pas forcément envie de répondre aux médias, ça c'est une évidence. Mais je suis désolé, ça fait partie du contrat. Pour les fans, pour les gens qui regardent, je suis désolé, il faut répondre aux questions. Alors, cette Naomi Osaka, je suis désolé, mais je suis pas du tout en accord avec ce qu'elle a fait. Donc elle arrache quitte, bah, tant mieux d'un côté, parce que au moins elle est à fond dans ses convictions. Roland Garros lui avait infligé une amende pour ne pas avoir répondu aux médias, donc je pense que c'était mérité. Voilà, après, peut-être une prise de position un peu extrême de ma part, mais bon, je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Alors, Hamilton soutient le courage d'Osaka, une athlète incroyable. Dans la foulée, en début de ce mois, Hamilton a toujours été en pointe sur ce sujet, a tenu à rendre hommage à Osaka et à son acte courageux. Le pilote Mercedes, champion des champions, a profité pour évoquer publiquement ses fragilités en termes de santé mentale, notamment au cours de son année rookie en 2007 chez McLaren. Dans une déclaration rare de sa part, il soulignait alors combien être jeté dans la fosse aux médias est si délicat en particulier pour les rookies. C'est une athlète et un être humain incroyable. Son activisme a eu un impact considérable. Et à un si jeune âge, il a tellement de poids sur ses épaules. Je me souviens que lorsque je suis arrivé en F1, l'équipe avait des relations publiques. Je n'ai jamais été préparé à être devant une caméra. On ne m'a jamais expliqué ce à quoi il fallait faire attention, et on ne m'a jamais aidé à m'y retrouver. J'ai été jeté dans la fosse au lion, dans la fosse, et je n'ai jamais reçu aucune orientation ni aucun soutien. Donc c'est incroyablement éprouvant pour les nerfs, surtout quand vous avez toutes les bonnes intentions, mais que les gens en profitent. La fin d'un tabou, le rôle de la nouvelle génération. Le pilote Mercedes n'avait alors pas été le seul à évoquer publiquement la santé mentale en F1. Norris avait rejoint Hamilton à ce sujet, rappelant aussi l'engagement historique de McLaren. Nous avons notre partenaire avec Mind et nous faisons beaucoup de choses avec eux. Beaucoup au sein de l'équipe, pas seulement pour les pilotes, mais aussi pour les mécaniciens, les ingés, les gens de l'usine, pour leur permettre de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent dire, pour améliorer l'ambiance au sein de l'équipe et leur permettre de se sentir mieux. Désormais, pour Norris, grâce à Osaka, grâce à McLaren, grâce à Hamilton, et grâce à l'évolution de la société en général, la santé mentale ne sera ainsi plus un sujet tabou dans le sport de haut niveau. La situation a changé seulement parce que ce sujet a été de plus en plus mis en avant. Nous en avons parlé davantage et les gens ont été plus ouverts à ce sujet et des choses comme ça. Cette évolution des esprits ne vient donc pas de rien et est le fruit d'une maturation sensible au cours de cette décennie. Il faut donc, en la matière, évoquer d'abord le rôle central joué par McLaren sur ce sujet, équipe bien plus ouverte et transparente sous l'ère Zach Brown que sous l'ère Ron Dennis. Oui, ça c'est sûr. Dont le comportement parfois tyrannique a sans doute pu en effrayer plus d'un. Zach Brown évoquant ainsi le passage de Dark Vador à Luke Skywalker récemment. Par effet de ricochet peut-être, McLaren s'est ainsi largement engagé pour la santé mentale de ses employés, comme l'évoquait Lando Norris. Du reste, dès novembre 2020, Norris s'ouvra avec une incroyable sincérité sur ses doutes lors de sa saison de rookie. Alors même que sa saison sur le circuit fut très réussie, le Britannique confiait qu'à l'intérieur, tout avait été difficile pour lui. Il en profitait aussi pour essayer de sensibiliser un large public, dont ses jeunes fans, à la question, montrant aussi la responsabilité sociétale des pilotes de F1. Avez-vous déjà lutté mentalement contre quelque chose, mais l'avez-vous caché au monde en affichant un visage de quelqu'un de courageux? Je sais que je l'ai fait. Jusqu'à la fin de la saison dernière, j'ai travaillé avec un coach mental pendant quelques années. Un autre exemple, un autre excellent exemple de quelqu'un à qui je pouvais faire appel pour travailler sur mes nerfs et me mettre dans un état mental plus positif. C'est la santé mentale, quelque chose qui nous touche tous, mais c'est aussi quelque chose dont les gens n'ont pas l'impression de pouvoir parler.
Il faut que cela change et j'espère que le travail que nous faisons chez McLaren pourra être un moteur pour une meilleure santé mentale pour tous. Si vous êtes aux prises avec votre santé mentale en ce moment, s'il vous plaît, ne luttez pas seul. Adressez-vous à quelqu'un à qui vous pouvez parler. Un autre jeune pilote, ce qui montre bien l'aspect générationnel de la question, même si l'exemple d'Hamilton invite à relativiser, a aussi beaucoup poussé pour faire reconnaître la santé mentale comme un sujet de si haute importance, Russell. Après son Grand Prix à la fois magique et frustrant à Sakir, il a remplacé Hamilton dans la Mercedes, et perdit 2 fois le Grand Prix sur des coups du sort, George Russell a compris l'importance de la santé mentale en F1 pour réussir au plus haut niveau, pour gagner des Grands Prix. En toute transparence, en avril dernier, il se confiait ainsi sur son évolution. Évidemment, parler à sa famille et ses amis, c'est bien, mais avoir la vie d'un professionnel était vraiment important. Je me sens de plus en plus fort à ce sujet. Plus le temps passe, et comme j'ai aussi vécu des moments difficiles, j'ai appris que le fait d'en parler à la bonne personne, cela m'a permis de revenir plus fort, plus en forme, en meilleure santé que jamais, et d'être capable de performer grâce à ça. Le pilote Williams regrettait aussi le côté tabou de la santé mentale dans le sport de haut niveau en général. Exposer ses failles, où serait le mal? Je pense que la santé mentale est incroyablement importante. Tant de gens, les hommes en particulier, voient la psychologie comme une faiblesse, ce qui n'est absolument pas le cas. Votre esprit est l'outil le plus puissant de votre corps. Si vous avez mal aux dents, vous allez voir un dentiste. Si vous avez un problème psychologique, vous devez en parler à un professionnel. Il vous aidera dans ces moments-là, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Je lui parle comme... Je lui parle une fois à mon psy, toutes les 6 semaines, et c'est bien d'avoir quelqu'un à qui se confier. Les hommes considèrent la santé mentale comme une faiblesse, mais c'est absolument pas le cas. Elle vous rend plus fort et vous permet de mieux vous comprendre. Il n'y a aucune raison d'être timide ou d'avoir honte. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui sont brutaux pour tout le monde. Après, voilà, il y a des gens qui sont plus faibles mentalement que d'autres. Bon, apparemment, certains pilotes voient des psys, donc comme quoi, hein, les pilotes sont pas des rocs mentalement parlant. Moi, je sais personnellement, bon, après, je suis pas sportif de haut niveau, hein, ça a relativisé quand même, mais j'ai jamais vu de psy de ma vie, et je pense être quelqu'un d'assez fort mentalement, donc après, je comprends aussi qu'il y ait des gens qui aient besoin de ça, hein. On n'est pas tous le même enseigne mentalement parlant, et je pense que certains ont besoin de psy, d'autres non. C'est comme ça. Et évidemment, dans le sport de haut niveau, quel qu'il soit, il y a des pressions autres encore plus élevées, donc on peut évidemment avoir besoin d'un psy, c'est compréhensible. Et je ne critique pas du tout cela. Le rôle de Grosjean et de Renault. Dans cette évolution notable, il faut aussi souligner le rôle joué par Renault sur ce sujet. Ricciardo avait été par exemple sensibilisé sur ce sujet l'an dernier, notamment en dressant des pistes de travail avec l'association Mental Health Champions à Enstone pour Renault. Ricciardo lui-même s'ouvrit alors largement sur ses doutes et ses fragilités en termes de santé mentale. Alors, on a quasiment fini, il reste 2-3 minutes je pense. Je suis confronté à un grand nombre de pressions et j'ai appris à composer avec au fil des années. C'était intéressant d'avoir l'occasion d'échanger avec les Mental Health Champions de Renault UK. J'ai constaté que des expériences n'étaient pas seulement liées à la F1, mais que tout le monde devait y faire face, qu'importe son métier. Nous avions tous des méthodes différentes pour faire face à des éléments tels que la pression, et nous avons réfléchi sur l'importance de s'accorder du temps pour prendre soin de nous-mêmes. Et l'Australien confiait ses pistes personnelles pour faire face à la pression mentale, notamment écouter la musique avant chaque séance ou échanger et conserver avec les siens et son équipe. Il y a tellement de variables susceptibles de créer du stress dans mon travail par exemple, même avec après une bonne séance de qualif, une bascule peut s'effectuer rapidement, et vous pouvez facilement commencer à avoir des doutes sur le déroulement de la course. Afin d'éliminer ces facteurs supplémentaires de stress, vous devez identifier ces pensées et prendre des mesures. Pour moi, cela consiste à partager des idées ou à discuter avec l'équipe ou les ingés. Maintenir une bonne forme physique m'est également important pour évacuer le stress. Je crois que le confinement aurait aisément pu mal tourner si j'avais arrêté de faire de l'exercice ou de m'entraîner, mais ça n'a pas été le cas. Je me sentais bien poursuivre mon programme durant la pause et c'est toujours le cas. Ça en est arrivé au point où je pense conserver un tel niveau de forme après ma carrière, tant cela m'aide. Mais le pilote qui aurait pu être pionnier en la matière se nomme Romain Grosjean. En effet, après une saison complète en F1 très difficile en 2012, marquée notamment par une course de suspension, après l'accident de Spa, Romain Grosjean, qui avait été surnommé le dingue du premier tour, le choix du mot n'est pas innocent d'un point de vue psychologique par Weber, avait mis les pieds dans le plat. Il avait ainsi décidé de consulter un psychologue sans hésiter à le rendre public. Ça montre une force de se dire qu'on est capable de se faire aider sur les domaines où on peut, à certains moments, se poser des questions, ne pas avoir les réponses aux situations que l'on a envie. Alors, Romain Grosjean, ouais, je pense que c'est un des pilotes qui a été le plus fragile mentalement, honnêtement. Je veux pas le critiquer, mais il a été très très fragile psychologiquement pendant très longtemps, Romain Grosjean. Bon, je pense que maintenant ça va beaucoup mieux pour lui, mais au début c'était compliqué quand même, hein. Pendant très longtemps on croyait que c'était que les fous qui voyaient les psys, et non, ce n'est pas que les fous qui voient des psys. Ou alors je suis un fou, mais non, je crois pas. Teddy Riner n'est pas fou, il est 10 fois champion du monde et champion olympique. Il voit une psy et ne s'en cache pas, on voit la même psy.
Je sais que dans le sport maintenant en France, ça commence à se développer de plus en plus et on voit les bienfaits. En définitive, se perçoivent deux éléments, non seulement la reconnaissance progressive de la santé mentale comme sujet à part entière dans le sport de haut niveau, et donc en F1, mettant ainsi fin à des années de tabou. Du reste, il n'est pas étonnant de voir cette évolution dans le contexte pandémique, qui a aussi multiplié les symptômes dépressifs parmi la population. Se dégage aussi la responsabilité sociétale des pilotes de F1. Avec des centaines de milliers de followers, parfois plus, sur les réseaux sociaux, les pilotes sont plus que des pilotes. Ce sont des porte-paroles, ayant une vraie influence sur une large communauté et donc de vraies responsabilités. Voilà, je voulais vous partager cet article très intéressant quand même. Même s'il est long, bon, pour une fois, j'ai fait un effort de lire jusqu'au bout. Mais je trouvais ça très intéressant et ça ouvre le débat sur la psychologie dans le sport de haut niveau et donc en Formule 1. Je vous laisse donc me donner votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ça, de la santé mentale en F1? Quels sont les pilotes les plus fragiles psychologiquement selon vous, etc. Qui sont les plus forts psychologiquement selon vous aussi? Allez, je vous laisse. Bye bye.